plusieurs questions, ça a été évoqué par plusieurs. Pour mon voisin, c'est comment on finance la politique agricole commune a servi à financer le développement, bon ou mauvais, mais a servi à payer le développement de l'agriculture. Vous sortez de l'Union européenne, vous trouvez les 9 milliards immédiatement pour payer le développement de l'agriculture? Non, on en trouve beaucoup plus, parce qu'à l'heure actuelle, on verse 21 milliards à l'Europe et on en récupère 13, dont la PAC. Donc quand on sort de l'Union européenne, si on sortait de l'Union européenne, on fera un référendum, il y aura 8 milliards de plus dans le budget de la France. La politique agricole commune payée. Donc c'est absolument pas un sujet, et c'est vrai que ouais, je pense que c'est un des points dodo, hein, je veux dire, je ne comprends pas, c'est la question que je pose, c'est comment on fait avec l'Union européenne qui va voter encore ce traité CEPA, on va se battre contre, je pense que M. Jadot votera contre, mais l'ensemble des autres députés voteront pour. On est bien d'accord, Marine s'est fait représenter par Edouard Ferrand qui a voté contre. Oui, elle est candidate à la présidentielle aussi, avec beaucoup de choses. Elle a voté contre, on fait des discours contre, vous le savez, on propose une résolution contre, donc M. Jadot, on se bat contre. Par contre, vous êtes pour l'Union européenne, qui vote tous ces traités. Je trouve ça complètement contradictoire. Alors, comme ça, on va essayer d'être actif. L'Europe, c'est de la politique. L'Europe a fait les quotas laitiers, l'Europe a fait la politique agricole commune pour reconstruire une sécurité alimentaire et une autosuffisance alimentaire en Europe. D'autres majorités ont déconstruit ces outils-là. Ce sont des majorités politiques qui ont fait péter les quotas laitiers. Et au départ, quelques rapports quand même au sein de la FNSEA pour dire que le marché mondial s'appelle le jackpot. L'Europe, c'est de la politique. Après, moi, j'étais très inquiet dans la PAC 2013 qu'il y ait une forme de renationalisation de la politique agricole commune, parce que de fait, la force qu'on peut trouver à l'Europe, c'est parfois de s'éloigner un peu des lobbies, pas toujours, aujourd'hui c'est compliqué, mais et aussi qu'on est sur un marché commun, alimentaire, agricole, et que notamment les pollutions génétiques, elles ne connaissent pas les frontières comme le nuage de Tchernobyl. Donc si on veut peser et si on veut porter à l'échelle internationale la souveraineté alimentaire, eh ben, il faut l'Europe comme vecteur de cette construction politique. Je ne dis pas que c'est facile, mais franchement, la politique agricole commune, ça a été longtemps la pensée de la France financée par l'Allemagne. Et donc le modèle très intensif, très productiviste, c'est la France qui l'a porté à l'échelle européenne. Donc c'est quand même un peu gonflé de dire qu'aujourd'hui la France est victime de la politique agricole commune. Le sujet, c'est que nous n'avons pas gagné les batailles politiques dans ce pays pour faire en sorte qu'il y ait une redistribution, une solidarité, une plus grande protection de l'environnement au sein de nos instances, que ce soit les instances syndicales, et je parle évidemment du syndicat majoritaire, pas de la CONF ou de la FNAB, mais il y avait... donc c'est un rapport de force politique. La semaine dernière, je finis, j'étais avec toutes on a fait un rapport que j'ai commandité avec Interbev, donc la filière, la profession bovine, et donc avec Aurélie Trouvé et tous les experts, et on a démontré que le CETA était une saloperie pour l'élevage européen. C'est une saloperie pour l'élevage européen, et on va se battre contre. Mais si nous voulons nous défendre contre les OGM, si nous voulons porter, avoir l'espace du débat et l'espace de la construction politique pour un autre modèle à l'échelle mondiale, eh bien il nous faut l'Europe. Mais quand on a perdu au niveau français sur l'agriculture, c'est pas en rejetant la faute à l'Europe qu'on s'en sort mieux. Une question peut-être à Philippe Martin, parce qu'a été évoqué le risque de renationalisation entre guillemets de la PAC. Comment on convainc les autres pays européens qui sont pour une suppression de la PAC, Hongrie, Finlande, Suède, Chypre, que cet outil a une valeur positive, environnementale, sociale et qui doit être maintenu? Je rappelle qu'on est ici dans le cadre d'une élection pour être président de la République, pas président française, pas de l'Europe, même si... Mais tous les candidats annoncent que le lendemain de leur élection, ils vont à Bruxelles ou à Berlin négocier. Bon. Oui, pour un référendum. Moi, je suis parfois je suis dubitatif sur
Je repense à ce que disait Yannick à l'instant à propos des seuils de résidus, de pesticides dans les produits bio. J'ai cru comprendre que tu y étais favorable, dès lors que il y avait aussi un fonds d'indemnisation qui pouvait immédiatement après permettre de faire en sorte que ceux qui ont été contaminés puissent être pas les dindons de la farce. Et là, je parle de la question de la subsidiarité, parce qu'on en parle, notamment sur cette question-là. On dit que les États pourraient, comme l'a dit Yannick, les contaminations, que ce soit les OGM, que ce soit les pesticides, elles ne connaissent pas les frontières administratives. Et moi, je crains un peu que l'Europe, sur cette question-là, ne veuille laisser les États se débrouiller et que ce ne soit pas la bonne solution. Voilà. Sur les seuils, moi, je ne suis pas fait une décision définitive parce que je comprends bien l'idée du seuil, mais je crains que, je parlais, avant que tu sois là, de l'idée que l'agriculture bio repose beaucoup sur la confiance des consommateurs, et que ça puisse, le fait qu'on introduise le début du commencement d'une acceptation d'un seuil, une question sur la confiance. Et donc, on voit bien dans l'agriculture européenne bio, cette idée-là. J'ajoute une chose au plan européen, c'est qu'on a un risque, une menace, c'est une agriculture bio, j'allais dire chimiquement pure, on regarde les critères qui sont définis par exemple Ecocer, leader mondial de la certification bio, qui est dans mon département du Gers, par rapport à ces critères-là, mais qui soit totalement hors sol. On pourrait imaginer un grand bâtiment dans l'Andalousie, complètement sans lien avec le sol, et dans lequel on sortirait, avec des régimes sociaux qui seraient à vérifier, des produits totalement bio du point de vue des critères que nous avons, et qui vont désorganiser de manière extrêmement forte la production et notre production à nous. Donc c'est pour ça que mon inquiétude, c'est que je vois bien qu'il y a dans la renégociation actuelle, la refonte du règlement européen, qui n'est pas, je le disais tout à l'heure, un petit toilettage, c'est un vrai changement de règles. Il y a un débat qui n'est pas clos d'ailleurs, mais qui sur certains points, notamment les fermes mixtes, les seuils de résidus, doivent effectivement nous mobiliser, parce que notre modèle, à nous, celui avec lequel on va être leader, est quand même un modèle qui doit se baser sur le rapport au sol, le rapport au territoire et l'histoire humaine. Et pas envie que l'agriculture bio devienne demain une espèce d'hologramme de l'agriculture conventionnelle avec quelques petits changements qui permettraient d'inonder les marchés. Question de Passion, toujours dans une psychologie de subsidiarité ou de pas subsidiarité. On a entendu, notamment le syndicat majoritaire, et vous l'avez évoqué dans votre propos, dire le risque de la surtransposition à la française. Perçu par les bio, aujourd'hui, les normes bio françaises sont supérieures aux normes européennes, et quand vous contestez le risque de la surtransposition, vous faites écho à quoi? Ouais, pas tout à fait à la même chose. J'espère. Bien entendu, mais quand je parle de surtransposition, il y a de la surtransposition sur un certain nombre de directives européennes par rapport à l'environnement, par rapport effectivement à la bio. Là, on est plutôt sur le laxisme européen, entre guillemets. Le dispositif français était effectivement vis-à-vis du consommateur plus fiable et plus crédible. C'est ça qui est en jeu, en discussion dans la réforme du règlement. Mais il y a tellement d'autres dispositions sur des normes au niveau européen qui ne sont pas directement sur l'agriculture conventionnelle ou sur la bio, mais qui concernent l'ensemble d'une démarche agricole, d'une exploitation, et qui souvent surcharge évidemment, malheureusement, les coûts de production de notre pays, quel que soit le type d'agriculture. Et c'est ça aussi que François Fillon s'engage à revoir le plus rapidement possible pour faire en sorte que là-dessus, on soit en adéquation et on ne soit pas donc dans une démarche d'inégalité avec. Alors, on pourrait parler des travailleurs qui viennent dans notre pays. Oui, voilà. Donc, j'ouvre pas ce débat, mais pensons à tout cela. Deux questions taquines, et pas taquines, elles viennent de la salle, qui vous sont destinées, mais je pense que c'est plus lié à votre ancienne casquette qu'à celle de porte-parole de François Fillon. Vous avez répondu quasiment à toutes les questions sur le pacte, sauf celle sur l'évolution de la gouvernance. L'ouverture de la gouvernance agricole,
Le candidat Fillon est favorable, bien évidemment, au multisyndicalisme, au multipartisme et au non-monopole des chambres sur... Écoutez, en matière de démocratie, il faut faire attention aux mots qu'on emploie. Il y a un système électoral au niveau des chambres d'agriculture qui est le même système qui existe pour les villes de plus de 1000 habitants maintenant. Ok? Pour les communes de plus de 1000 habitants. C'est ça le résultat des élections, et à partir de là, il y a des majorités qui se dégagent et qui vont vers le syndicat qu'on appelle majoritaire, la FNSEA. Respectons la démocratie, ou alors, il faut changer les choses. Mais il faut travailler. Écoutez, dans une ville, il n'y a pas demain, donc l'équipe de l'opposition a fait son rôle d'opposition dans l'équipe municipale au global, et il n'est pas recréé une commune à côté. Je sais que sur le terrain, il peut y avoir des tentatives de recréer ou des chambres d'agriculture ou d'autres dispositifs. L'objectif de François Fillon, c'est de bien faire vivre cette démocratie, et il faut respecter à la fois le fait majoritaire, il faut aussi respecter le fait minoritaire. Et quand vous parlez de gouvernance, quand on parle de gouvernance, c'est effectivement tous les acteurs qui doivent être autour de la table, y compris dans la gouvernance sur le bio. Logiquement, et je ne prends pas position en tant qu'ex-patron des chambres d'agriculture, mais en tant que représentant du candidat François Fillon, je pense que sur le bio, les chambres d'agriculture ont développé. Alors, c'est pas pareil d'un département à l'autre. Il y a effectivement des nuances. OK. Et pourquoi? Parce que chaque département, chaque chambre d'agriculture est autonome. Néanmoins, on a essayé de contribuer à faire en sorte qu'il y ait un développement du bio de manière importante. Et on y est engagé, les chambres y étaient engagées, elles continuent à être engagées. Dernière question. Et à réussir. Dernière question, parce que c'est assez fortement lié, je pense, à la présence de professionnels dans la Chambre. On vous a tous entendu dire que le bio est un projet de société et que vous semblez tous partager. Et pourtant, aujourd'hui, dans les régions, ça semble être perçu comme un projet politique. Et on voit sabrer des subventions. Oui. Et été cité la région Auvergne-Rhône-Alpes. C'est politique, c'est une maladresse régionale. Écoutez, moi je ne vais pas analyser effectivement les comportements des uns et des autres sur le terrain. Ce que je sais. Non, mais je vais jusqu'au bout. Voilà. Ce que je sais. Et compte tenu, effectivement, de mes autres responsabilités il y a encore quelques semaines, ce que je sais, c'est que personne n'est au rendez-vous, ni les régions, de gauche et de droite. Je parle de ça à la fin de l'année 2016. Ni le gouvernement. Pourquoi? Pourquoi il est simple? Parce qu'il y a eu un développement trop important pour certains par rapport aux aspects budgétaires de la bio. Moi je dis tant mieux qu'il y ait eu un développement important et des superficies importantes qui se soient converties. C'est quand même un résultat intéressant. Alors quand tout à l'heure Philippe Martin disait oui, en parlant moi, tes collègues de Midi-Pyrénées, ils n'ont pas voté le plafonnement. Ok, ils n'ont pas voté le plafonnement. Et ils sont au rendez-vous, finalement. Le rendez-vous, c'est qu'il y a plus de surface à convertir. Et bien, derrière un engagement, et derrière, que ce soit au niveau des régions, que ce soit au niveau de l'État, l'engagement, il faut le tenir, qui s'appelle Laurent Wauquiez, qui s'appelle Stéphane Le Foll au niveau national. La bio, elle est au rendez-vous du développement, il faut la soutenir. Et moi, je connais, j'ai des amis qui sont des réponses oui, j'ai des amis qui sont en conversion et qui sont bloqués par rapport à cela depuis des mois et des mois. Je crois qu'on n'a pas le droit, effectivement, quelles que soient les sensibilités politiques, d'avoir suscité des espoirs et de ne pas être au rendez-vous. Je dis bien quelles que soient les sensibilités politiques. Non, je finis par ça, parce que vous êtes micro, je vous donne la parole, parce qu'il y en a encore deux qui n'ont pas parlé. Et qui je vais poser d'autres questions. Quel homme? Vous avez vu son regard noir. Corinne Lepage, j'ai beaucoup de questions sur la question des services environnementaux qui ont été développés dans le projet Macron. Sur quels critères concrets? Est-ce que c'est spécifiquement bio? Est-ce que c'est tout type d'agriculture? C'est un slogan, mais on a du mal à voir qu'est-ce que ça inclut derrière. C'est largement sur le bio.
et c'est une forme de, je dirais, c'est une traduction financière d'une réflexion qui est plus de fond. C'est-à-dire de dire que lorsque on a des pratiques, et c'est vrai pour l'agriculture, mais c'est vrai dans d'autres domaines aussi, qui sont positives pour l'environnement, il faut les évaluer et il faut les payer. C'est tout. Et donc, effectivement, c'est largement en faveur de l'agriculture biologique, de l'agriculture paysanne. Ensuite, sur l'affinement des critères, très franchement, je pense que ça viendra par la suite. Et le principe est posé et le montant aussi. D'accord. Le montant, c'est pas assez, ça c'est sûr. Pardon ? Question. Le montant, c'est pas assez. C'est 100 € pour 1,8 million d'hectares. Ça ne paiera pas une année. Et ça ne doit pas être de l'argent français, ça doit être de l'argent européen. Merci. C'est une autre question. Là, c'est de l'argent français. Ça n'exclut pas qu'il puisse y avoir aussi de l'argent européen. On n'a pas le droit. Alors, question à Laurent Levert, parce que vous avez été un des seuls à l'évoquer. Vous avez parlé de la SAFER. Et la question aujourd'hui de la difficulté d'accès aux terres agricoles, ça passe par une loi nationale, ça passe par des outils territoriaux, ça passe par... vous avez commencé à évoquer, mais si vous pouviez développer un tout petit peu plus loin. Oui, alors, effectivement, il y a un enjeu fondamental et c'est nécessaire au développement de l'agriculture écologique, mais c'est également nécessaire pour d'autres raisons. C'est notre projet agricole qui est celui de se baser sur un nombre important d'exploitations agricoles de petite et de moyenne taille. Ceci implique de mettre fin, de stopper, d'inverser le processus de concentration de la production. Et ceci implique de faire baisser le prix du foncier agricole. Nous sommes un pays où nous avons la chance d'avoir une histoire de politique du contrôle des structures. Il faut reprendre cette idée. Notre projet fixe un maximum de taille d'exploitation par actif agricole, qu'il soit familial ou qu'il soit salarié, un maximum de telle façon que tout projet de transmission, d'achat de parts de société, de vente, de location, qui serait au-delà de cette limite, de ce plafond, ne serait pas autorisé. Ceci sera un outil absolument fondamental pour casser la dynamique de concentration sur le foncier. Le deuxième outil, c'est au travers des établissements publics fonciers agricoles, les politiques de préemption dont j'ai parlé tout à l'heure. Le troisième outil pour baisser le prix du foncier, c'est, et ça fait partie des thèmes que vous abordez, c'est le principe, en s'inspirant de la loi du littoral, d'une loi sur la protection généralisée du foncier agricole, naturel et forestier. L'urbanisation de terres agricoles, naturelles ou forestières doit devenir une exception et ne doit plus être du ressort des élus locaux qui, on le sait bien, sont bien souvent soumis à diverses pressions pour favoriser cette urbanisation. Au travers de cette loi, nous pensons que la spéculation foncière qui existe sur les terres agricoles à proximité des agglomérations, eh bien, cette spéculation sera cassée. Voilà, ce sont trois instruments qui, combinés chacun avec les deux autres, contribueront à casser la tendance à la hausse du prix du foncier et seront un outil bien utile pour favoriser l'installation de nouveaux agriculteurs, dont on sait bien que très souvent, la question de l'accès au foncier est une limitation, la question du coût du foncier. Voilà, j'aurais bien dit un mot sur ce qui a été dit tout à l'heure, mais... Allez, je vous laisse 1 minute 30 chacun. Je ne vous pose pas de questions, ça vous pouvez dire votre mot. Bon. Comme ça, on respectera l'horaire. D'accord. Dites d'accord. Bon, moi je pense que, et c'est la question européenne qui me le fait penser, bon, on a d'un côté l'esprit boutiquier et défaitiste du Front National. Voilà, on donne plus que ce qu'on reçoit, on ne va pas discuter, on se retire. Et puis d'autre part, il y a l'impasse dangereuse qui est de, quelque part, fermer les yeux sur le fait qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de règles liées au traité européen
qui sont totalement incompatibles avec la transition écologique de l'agriculture. On ne récupérera pas notre indépendance par rapport au soja brésilien sans une protection du marché européen. On ne relocalisera pas la production sans une révision du droit de la concurrence qui interdit aujourd'hui dans les appels d'offres d'utiliser le critère de localisation géographique de la production dans les appels d'offres publics. On n'aura pas des prix rémunérateurs si on n'a pas une garantie de prix minimum aux producteurs sur un certain nombre de produits. Ceci est tout à fait incompatible avec un certain nombre de traités européens. Alors sans parler, et ça a été mentionné par le représentant de Benoît Hamon, la question que nous partageons tout à fait, qui est d'appliquer comme norme pour les produits importés, non seulement des caractéristiques des produits, mais aussi des caractéristiques liées aux conditions de production. Comment ces produits ont été produits? Ces produits ont-ils été fabriqués? Ont-ils été fabriqués avec des pesticides, avec des néonicotinoïdes, etc. Nous sommes pour inclure comme critère d'autorisation des importations des normes sociales et environnementales liées aux pratiques de production. Mais soyons clairs, ceci est tout à fait contradictoire avec les principes de base de l'OMC. Et c'est tout à fait contradictoire donc avec le traité de Lisbonne. Voilà, j'ai donné un certain nombre d'exemples. Ne prenons pas le risque de nous retrouver comme un nouveau Tsipras, de faire des promesses et de se trouver pied au mur. Donc il faut avoir un plan B. Il faut dire, on va sortir d'un certain nombre de traités européens, on va négocier avec nos partenaires européens, et si un certain nombre de choses ne sont pas obtenues, eh bien on en appellera au peuple français, et éventuellement, avec la possibilité, donc éventuelle, de mettre en œuvre ce type de politique dans un cadre national ou plurinational redéfini. Mais ne nous trompons pas, il y a beaucoup de pays européens et beaucoup de peuples européens qui nous regarderont et qui nous appuieront dans un tel bras de fer avec les institutions européennes. Mais c'est important d'avoir un tel plan B, et c'est important de ne pas se retrouver dans une situation où, un peu comme le disait Yannick Jadot, bah oui, les quotas laitiers, nous on était pour, mais qu'est-ce que vous voulez, on était minoritaire au niveau européen, et donc il n'y a plus de régulation du marché européen du lait. Voilà. Comment on fait pour ne pas se retrouver dans ce type de situation? Merci. Le plan B, le plan bio. Yannick Jadot, votre conclusion? Si l'Europe était plus productiviste en matière agricole que la France, franchement, ça se saurait. C'est ça le sujet. Moi, je veux bien qu'on se raconte des histoires sur le plan B, et on va sortir de l'Europe, et enfin la France, qui a toujours défendu une agriculture paysanne, de la redistribution des aides, de la sortie des pesticides et du bio, va gagner seul contre ces méchants Européens. Le monde, c'est pas celui-là. Le monde, quand on... Oui, mais regardez, c'est sous présidence française qu'a été actée la fin des quotas laitiers. C'est sous présidence française. C'était Barnier qui était là, à l'époque, ministre de l'Agriculture. C'est, je l'ai dit, c'est le modèle qu'on a construit de politique agricole européenne. C'était le modèle français. Blair House, la France n'est pas en dehors de Blair House sur les contraintes, sur la production de protéines pour l'alimentation animale. Donc, le sujet, c'est quelle est la bonne échelle pour combattre. Et combattre. Oui, moi j'étais là. J'étais là pour voter le plafonnement des 100 000 € sur la réforme de la politique agricole commune quand ton candidat n'était pas dans l'hémicycle ce jour-là. Donc il faut mener les combats sur le CETA dans l'hémicycle. Il faut mener les combats. Le règlement dont on parle sur le bio, c'est d'abord un règlement qui est construit sur les importations sur le marché européen. Et pour l'instant, ce qu'on a gagné aussi, c'est que ce qui viendra de l'extérieur de l'Europe devra au moins répondre aux normes européennes en matière de bio. Et c'est bien qu'on arrive à avancer. Je ne dis pas qu'on est dans un bon rapport de force politique aujourd'hui à l'échelle européenne, mais c'est un rapport de force politique. Si on était dans un autre rapport de force politique
À l'échelle française, je serais d'accord avec toi. Si le rapport de force politique dans notre pays, c'était à bas le libéralisme, à bas le productivisme, à bas le consumérisme, à bas le sexisme, à bas les machins, la discrimination, je serais le premier à dire « mais ces Européens nous emmerdent à vouloir faire tout le contraire ». Le problème, c'est que le rapport de force politique qu'on a à l'échelle européenne, c'est aussi le rapport de force politique qu'on a dans nos pays. La question, c'est de savoir où est-ce qu'on construit une souveraineté alimentaire et où est-ce qu'on construit les rapports de force politique. Eh bien, je dis que sur les questions agricoles, sur la question alimentaire, sur la question bio, sur la question de la souveraineté et sur la question de la régulation, de la mondialisation, c'est à l'échelle européenne aussi qu'on doit se battre. Mais le bio, vous l'avez compris, c'est aussi les territoires. Quand une collectivité passe 100% bio, l'Europe n'a rien à voir là-dedans. On fait ce qu'on veut. Et ça ne nous empêche pas de le faire, ça ne nous empêche pas de mieux répartir les terres. C'est pas l'Europe qui nous empêche l'accès pour les jeunes aux terres agricoles. C'est notre système et c'est les rapports de force qu'il y a dans la profession. Donc, battons-nous où c'est utile de se battre et arrêtons d'avoir des phobies, des fantasmes et des mythes. Jacques Vasseur, votre conclusion, puisque depuis lundi, on sait qu'il n'y a pas de plan B. Apparemment, c'est une certitude et je la partage. Non, simplement, moi je crois que pour effectivement bien défendre la France au niveau européen et contribuer à continuer cette construction européenne en lui donnant effectivement les inflexions pour pouvoir faire en sorte qu'elle se rapproche plus de ce que nous souhaitons au niveau national et je dirais une grande partie certainement d'entre nous. Bien pour faire ça, il faut d'abord savoir ce qu'on veut au niveau franco-français. Quand on va en désordre à Bruxelles, les uns et les autres, on est foutus. Donc il faut savoir ce qu'on veut, avoir des positions claires, donc un gouvernement qui aurait une position claire, un président de la République, et à partir de là, je ne veux pas dire qu'on trouve un consensus, mais au moins donc une démarche qui peut rassembler, et c'est ça, défendre la France et défendre l'Europe. Et moi je suis confiant par rapport à l'agriculture, on saura se retrouver, et encore plus peut-être sur l'agriculture biologique, dit autrement, mettons en avant, au lieu de dire politique agricole commune, si on parlait de politique alimentaire commune, parce que c'est bien de ça qu'il s'agit, de politique alimentaire commune, et sur l'agriculture, de politique territoriale commune, parce que l'objectif c'est de faire en sorte que l'ensemble de nos territoires soit encore vivant, accueillant. Donc c'est plutôt ça qu'avec François Fillon, on met en avant. Merci. Merci. Philippe Guéret. Moi, je vais vous dire, parlons sérieusement. C'est quoi l'état de l'agriculture française? L'agriculture française, c'est des gens qui sont payés parfois 350 € par an. L'agriculture française, c'est des gens qui se suicident. Tellement la concurrence internationale est ignoble, je veux dire, à ce niveau-là. Et on en arrive à là. Donc, qu'est-ce qu'on fait? L'Union européenne ouvre tous nos marchés. Moi, je le vois. Et vous le savez, monsieur Jadot, les bananes de la Guadeloupe et de la Martinique, qui ont fait beaucoup d'efforts pour être des bananes beaucoup plus durables. On les ouvre à l'Équateur, premier exportateur mondial. Elles vont se faire détruire à chez menu. Plus de production de bananes donc, dans notre outre-mer, ça veut dire encore plus de pauvreté, c'est un secteur majeur. Donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On est à un moment historique, et d'autant plus que les Français, effectivement, les mentalités ont changé. En tout cas, dans certaines catégories de la société. Que les Français veulent une agriculture qui est respectueuse de l'environnement. Les agriculteurs aussi les comprennent. Je suis allé voir des viticulteurs de coopératives. Moi, je vais vous dire ce qu'ils m'ont dit. On a pris un verre, on a discuté. Moi, je leur ai dit ma position sur l'écologie, alors qu'eux, ils font du vin coopératif, qui vendent très peu cher. Ils m'ont dit, si vous nous protégez, on pourra le faire. Si on a les importations de vin espagnol complètement cassé, etc., on ne pourra pas faire de vin qui respecte, avec une production viticole qui respecte l'environnement et qui respecte le consommateur. Ça ne sera pas possible de le faire. Protégez-nous et on pourra le faire. Donc moi je vous dis, si on veut sauver notre agriculture et passer vers une agriculture bio, il faut sortir de la logique comptable du pourcentage de PIB, on n'a rien le droit de faire, c'est la haute finance qui prend tout l'argent, pourtant les 1000 milliards d'euros de la Banque centrale sont allés vers la haute finance. 0% pour les peuples, 0% pour les Grecs, on les a laissés mourir. Donc il faut arrêter avec ça.
Et la deuxième chose, c'est arrêter avec la concurrence sauvage internationale. Chaque pays a le droit d'être autonome alimentaire, mais quand je parle pour nous, je parle pour la France, mais je parle aussi pour le Maroc. Et malheureusement, la production bio, qui est l'échappatoire pour plein d'agriculteurs qui font avec beaucoup de conviction, l'agriculture bio, il y a la production marocaine avec des salaires beaucoup plus bas, la production polonaise avec des salaires beaucoup plus bas. Ils lamineront les agriculteurs français s'ils ne sont pas protégés. Je vous remercie. Merci. Corinne Lepage. Dans le territoire, qui est en lien avec le territoire, faire comprendre, mais les gens le comprennent très bien parce que ça s'est énormément développé, l'intérêt qu'il y a à acheter local, à avoir des liens directs avec celui qui produit. Tout cela constitue une nouvelle manière à la fois de se nourrir et de produire. Et les liens entre le producteur et le consommateur, ils sont au cœur du lien d'un nouveau pacte au sein de la société. Je crois que c'est ça qui est tout à fait essentiel. Nous pouvons déjà le faire. Ensuite, c'est vrai qu'il y a des problèmes de fléchage de crédit public, il peut y avoir des problèmes de normes, tout ça doit être traité, mais la philosophie générale, elle doit être celle-là. Le mouvement, c'est vers l'agriculture biologique, vers l'agriculture paysanne qu'il faut le faire. Je crois que nous en sommes tous absolument convaincus. Ça ne veut pas dire détruire l'agriculture conventionnelle, mais ça veut dire la faire évoluer parce que dans le domaine agricole comme dans les autres domaines économiques, ceux qui n'auront pas pris le train de la nouvelle économie, le train de la transformation et des exigences environnementales et numériques, du reste parce que l'un n'est pas très éloigné de l'autre, même si on n'en a pas du tout parlé, eh bien ceux-là, c'est des gens qui sont condamnés à terme dans leur marché. Donc l'intérêt économique des agriculteurs, c'est d'aller dans cette direction. Le devoir des politiques, c'est de les y aider. Merci. Et pour finir... Oui, je pourrais au plan européen m'abriter lâchement derrière le fait que je n'ai voté ni le traité constitutionnel européen, ni le traité de Lisbonne à Versailles. Mais je suis un peu comme Yannick Jadot. Je trouve que dans ce domaine-là, on trouve un peu des excuses un petit peu faciles en réécrivant l'histoire. Hein, sur Blair House et le soja, moi je suis dans un département où il y a du soja, où j'ai essayé de faire en sorte qu'on ait une filière de soja, et c'était les propres organisations agricoles qui ne le voulaient pas dans un marchandage qui était fait avec les États-Unis sur ce qu'ils voulaient vendre et ce qu'ils acceptaient d'importer. Et puisque je dirais écrire l'histoire, je voudrais quand même rebondir sur ce qu'a dit M. Vasseur, qui quand même lui aussi réécrit, à mon sens, un peu l'histoire. Moi, quand je suis devenu président du département du Gers en 98, les bios, c'était une poignée de personnes qui étaient jugées par la Chambre d'agriculture comme des farfelus, qui étaient mis de côté, qui étaient, non pas que dans le Gers, qui étaient mis de côté, Et maintenant que le bio marche, on a des optimisateurs de primes qui, effectivement, dans les chambres, essayent de donner des conseils à des gens pour faire des conversions tellement importantes sur des centaines et des centaines d'hectares que ça ne permet pas à ceux qui devraient vraiment toucher les aides bio de les toucher et de faire de l'agriculture. Donc je ne vais pas répondre l'histoire. Quand on fait la conversion avec de la luzerne qu'on laisse pendant 5 ans, qu'on ne récolte pas, et que les terres ne seront plus bio à l'issue de ça, ça ne s'appelle pas de la conversion biologique, ça s'appelle de l'opportunité et de l'aubaine. Donc je vais terminer par là, terminer aussi en disant que je connais le plan de planification écologique qui est défendu par Jean-Luc Mélenchon. Je connais son travail sur le sujet. Moi, personnellement, je suis plus pour la décentralisation écologique. Je pense que, comme l'a dit Yannick, que ce sont les territoires. C'en est la preuve. Quand le Gers passe d'un département où ce ne sont que des grandes cultures, des OGM, et qu'on est aujourd'hui avec 14% de SAU en bio, qu'on est le premier département, on parlait des arbres pour l'agroforesterie, on ne va pas parler de l'agroforesterie, mais c'est le retour des arbres, le retour des auxiliaires de culture, c'est une autre façon de faire, ça veut dire que les territoires peuvent le faire. Et puis enfin, je veux aussi dire au nom du candidat que je représente qu'il faut arrêter aussi avec cette obsession de la croissance absolue telle qu'on l'a. La croissance qu'il faut, c'est celle de certaines choses. Il faut croître dans l'arrêt de la déforestation dans les pays, il faut croître sur l'agriculture bio, et il faut avoir aussi de la générosité. C'est ce qui me sépare du représentant du Front National. Moi, je ne veux pas une société rance, je veux une société généreuse qui accueille, y compris les migrants dans notre pays. Merci. Je tiens à remercier les 5 représentants des candidats.